Bonjour à toutes et à tous. Je suis Éric de Chassey, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre, auditorium, pardon, pas amphithéâtre, dans cet auditorium Jacqueline Liechtenstein. Pour certaines et certains d'entre vous, c'est certainement la première fois que vous vous retrouvez ici, dans cet auditorium qui a été entièrement rénové et dont le nom, celui d'une grande historienne de l'art récemment décédée, a été donné au terme d'une très large consultation de l'ensemble des usagers du site, puisque nous aussi, à l'INHA, nous nous préoccupons des publics et les incluons dans nos processus de décision. Et je suis extrêmement heureux que ce nom ait été choisi par plus de 1700 votants il y a déjà maintenant un an. Je suis encore plus heureux de pouvoir vous accueillir ici et non pas derrière un écran d'ordinateur, comme cela a été le cas des rencontres précédentes. Pour nous, l'enjeu de cette session, en dehors de son thème particulier et en dehors de vos responsabilités professionnelles, c'est de favoriser les relations entre les acteurs et les actrices de l'histoire de l'art, au sens le plus large de ce terme. Depuis l'origine de l'INHA, qui a désormais 20 ans, et se trouve dans sa 21e année d'existence, cette question est une question essentielle. Elle rejoint la mission de documentation qui est la nôtre. Et parmi ces missions de documentation, si on applique cette idée de favoriser les relations entre les acteurs de l'histoire de l'art, on aboutit à cette idée qu'il est nécessaire de faire coopérer des structures documentaires de toute taille et de tout statut. Le réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art formalise cette coopération et formalise aussi son évolution constante. L'INHA est à la tête de ce réseau qui rassemble des bibliothèques d'écoles d'art et d'architecture, des documentations de musées, des centres et de centres de recherche, dans un souci commun, je crois que cela nous anime toutes et tous, de cohérence territoriale pour servir les publics variés qui sont les nôtres. Je rappelle à cette occasion que la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, depuis sa réouverture en salle Labrouste et dans le magasin central Attenant en 2016, reste bien une bibliothèque de recherche, mais qu'elle s'est ouverte extrêmement largement à des publics de chercheurs qu'auparavant elle avait tendance à négliger, ceux qui n'appartiennent pas strictement au monde des musées et au monde de l'université, aux acteurs du marché, à tous les secteurs professionnels, à tous les chercheurs et également à tous les enseignants, puisque nous prenons en compte le fait que l'histoire des arts est une discipline de l'école depuis le primaire jusqu'au bac, pour ouvrir nos portes aux enseignants qui auraient besoin de consulter nos fonds. Le thème de l'année est donc avec les publics. Et évidemment, ce thème résonne particulièrement dans la période que nous venons de traverser, à la fois dans la façon dont chacune de nos structures a dû s'adapter à cette situation nouvelle, inédite, appelée vraisemblablement, je ne veux pas être de mauvais augure, mais à se reproduire un jour sur une forme ou sous une autre, et que nous avons tous et toutes, je crois, trouvé des méthodes pour continuer à exercer nos missions fondamentales, celles de service du public, et que cela transforme aussi nos rapports avec ce public qui revient en présentiel également dans nos bibliothèques, avec des attentes peut-être transformées par cette expérience de 2 ans, auxquelles nous devons évidemment nous adapter. Nous allons entendre un certain nombre de communications qui porteront sur ce thème, et je me réjouis de leur richesse et de la richesse des échanges dont elles sont le présage.
Je veux remercier pour cela les membres du conseil scientifique, les organisatrices de cette rencontre, les intervenantes et les intervenants et le service des manifestations de l'INHA. Je vous rappelle 2 rendez-vous pour ce qui nous concerne, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à venir. Le Festival de l'Histoire de l'Art qui a lieu au château de Fontainebleau et dans l'ensemble de la ville, enfin en tout cas dans le centre de la ville, du 3 au 5 juin prochain, où vous êtes évidemment cordialement invités. Il doit y avoir des brochures et des flyers sur la table qui se trouve à l'entrée de cette salle. Et puis également une opération qui permet de mettre en valeur les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de l'INHA, une exposition consacrée aux Matisse de Jacques Doucet, les œuvres de Matisse collectionnées par Jacques Doucet et en l'occurrence les estampes qui sont conservées par la bibliothèque de l'INHA et également par la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Et je terminerai juste par là en disant que nous sommes, cette manifestation en est un exemple, qui va ouvrir à Avignon, au musée Angladon le 2 juin, et qui sera donc présente tout l'été. Et je veux terminer juste sur le fait que cette manifestation montre notre souhait de collaborer avec d'autres bibliothèques sur des projets. Nous le faisons déjà avec un certain nombre d'entre vous de façon concrète, sur des projets scientifiques, sur des projets de documentation, mais que nous restons extrêmement ouverts à des initiatives de toute taille et avec une prédilection pour celles qui se passent sur l'ensemble du territoire plutôt que sur notre simple bassin géographique, même si nous adorons collaborer avec des bibliothèques qui se trouvent à Paris et avec lesquelles nous avons des relations tout à fait privilégiées. Merci à vous, bonne journée, bon travail. Alors, comme il se doit dans les journées d'études, je vais paraphraser ce que le directeur général vient de dire en introduction. À mon tour, déjà le remercier pour la constance avec laquelle il introduit cette journée. Je pense que c'est au-delà du rôle de directeur général, c'est vraiment important pour la bibliothèque de recherche que nous sommes, que l'historien de l'art qu'il est témoigne en fait de ce soutien régulier à notre activité. Parce que le public des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, c'est aussi, peut-être d'abord, les enseignants et chercheurs en histoire de l'art. En tout cas, pour la bibliothèque que nous sommes, bibliothèque de recherche, c'est éminemment important. Je commence la paraphrase en remerciant donc toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation, le comité scientifique sur lequel on s'appuie depuis quelques années. Vous avez les noms sur le programme, je ne vais pas fastidieusement les lire, si ce n'est peut-être pour souligner et remercier l'implication nouvelle cette année de notre collègue du musée des Arts Déco, Stéphanie Rivoire, qui a rejoint ce comité, je crois, pour la préparation de cette journée. Les équipes de l'INHA qui rendent ce moment possible, Anne Cardinal et Sophie Dérault, directrice adjointe de la bibliothèque, qui vont toutes deux ensuite ponctuer les différentes interventions de petites virgules et d'interventions et intervenir elles-mêmes dans le courant de l'après-midi. Et puis bien sûr tous les services supports de l'INHA qui rendent la chose possible, le service des moyens techniques avec Maxime qui nous accompagne toute la journée en régie, le service de la communication et le service des manifestations, dont vous avez vu les visages à l'accueil en arrivant. Et bien entendu, sans oublier tous les intervenants de la journée qui ont accepté le principe de ce partage d'expérience et de prendre sur leur précieux temps, le temps de préparation et le temps d'intervention à cette journée. Vous êtes constant en fait à venir nous retrouver ici, puisque vous êtes cette année 108 inscrits, presque comme les 2 années précédentes, à 1 ou 2 unités de bibliothécaires près.
Et vous êtes 88 à venir d'Île-de-France et on a cette année 20 collègues qui se sont déplacés depuis ce qu'on appelait avant la province. Donc on va dire de manière politiquement correcte, depuis d'autres régions. Donc on s'était retrouvés les années précédentes, pour ceux qui étaient déjà là, sur des thématiques bien différentes. En 2020, sur les politiques et chartes documentaires en bibliothèque d'art et d'histoire de l'art, en s'appuyant sur le travail, en s'appuyant sur le prétexte du travail mené à l'INHA avec la refonte de sa charte documentaire. On s'était retrouvé en 2021 sur la thématique de signaler les collections pour les valoriser, où on avait parlé d'enrichissement des catalogues. Cette année, donc, le curseur, comme l'a bien souligné Eric en introduction, est placé sur les publics, pour les raisons qu'il a également soulignées. Hein. Ça nous semblait important après ces 2 années quand même très compliquées pour nous, mais d'abord pour nos publics, de revisiter un certain nombre de pratiques, et de regarder nos services à nos publics après ces 2 années de crise sanitaire. Alors la journée, vous avez le programme sous les yeux, elle est articulée en plusieurs temps. Donc elle commence par un premier moment sur les enquêtes menées par nos bibliothèques auprès des publics, avec une intervention d'Irène Bastard, chef de projet public et usage à la délégation à la stratégie et à la recherche de la BNF. Une intervention de type keynote, je crois, chère Sophie, plutôt pour poser le sujet sous l'angle méthodologique, puisque celles et ceux d'entre vous qui mènent des enquêtes de type sociologie des publics s'appuient certainement et régulièrement sur les travaux d'Irène. On présentera ensuite de manière plus pratique, pragmatique, en fait, les résultats d'une enquête qu'on a menée ici à l'INHA sur les usages des services documentaires de notre établissement. C'est une enquête qu'on a menée au début de l'année 2021 et dont les principales tendances, en fait, vous seront présentées par Marie Garambois, qui a été chef de projet, on va dire ça comme ça, et qui est la chef des services au public de la bibliothèque de l'INHA. Deuxième moment de la matinée, qui s'appelle joliment Mosaïque d'expérience, vous permettra de donner la parole à plusieurs d'entre vous pour des retours d'expérience sur les différentes initiatives d'adaptation de services prises dans vos bibliothèques lors des différentes périodes de confinement. Et puis, après la pause déjeuner, donc qui est un déjeuner libre, trois interventions. Une intervention d'Odile Soubert, je suis désolé si j'écorche votre nom, avec 2 tentatives, il y en a forcément une d'ailleurs où je l'écorche, donc voilà, je m'excuse, mais vous corrigerez plus tard. Donc Odile est responsable de l'accueil cartothèque et du PEB à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, et elle interviendra sur le champ, donc depuis la bibliothèque d'une école, hein, de la formation des publics et des publics étudiants. On aura ensuite cet après-midi toujours une table ronde sur les portails documentaires. Alors non pas pour refaire en partie la journée d'études de l'année dernière, mais le sous-titre est « Quelles offres numériques pour quels besoins ?» Donc là aussi, le curseur est placé sous l'angle des besoins des publics. Interviendront à cette table ronde Stéphanie Verdaven de la bibliothèque Dominique Bozo du LAM, Anne-Sophie Anopel-Carbignac pour le réseau Archires et Céline Latil du centre de documentation du MACVAL à Vitry-sur-Seine. Et on terminera enfin par une présentation de nouveau de collègues de l'INHA à 3 voix, Sophie Dérault, Anne Cardinal et Ludivine Schott, qui vous présenteront un point d'avancement donc, sur le portail des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, donc, sur lequel nous travaillons avec plusieurs d'entre vous, pour ne pas dire avec vous tous. Portail bien sûr qui sera et qui avancera vers une manière de nous adresser à nos publics
au sens de nos publics communs, des bibliothèques qui avons en partage cette discipline qu'est l'histoire de l'art. Il y a différents temps de pause qui ne sont pas les moments les moins importants d'une rencontre professionnelle au cours de la journée. Je le précise simplement pour vous dire qu'on vous servira du café dans la limite de contenance des thermos et qu'on sera obligé en fait de vider complètement la salle après la pause de 15h20, donc de milieu d'après-midi, puisque nous avons un autre événement en fin d'après-midi et qu'on devra réutiliser la salle pour autre chose. Donc si vous voulez aller prendre l'apéritif, après il faudra aller le faire à l'extérieur, ce qui est très bien, il fait beau. Je rappelle que cette journée est enregistrée, que vous pourrez donc retrouver les interventions en ligne d'ici quelques semaines sur le portail bibliothèque.inha.fr, avant certainement de les retrouver un jour sur notre portail commun. Pour les intervenants qui n'ont pas encore signé leur autorisation d'enregistrement, je vous invite à le faire auprès des collègues du service des manifestations à l'accueil au rez-de-chaussée. Et j'en termine en vous souhaitant donc une à la fois agréable et stimulante rencontre des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art. Très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir Irène Bastard, qui, après une formation et de premières expériences en tant qu'ingénieure informatique, a basculé dans la recherche sociologique à partir de 2009, et elle est depuis docteur en sociologie. Ses travaux s'intéressent aux transformations sociales induites par le numérique dans les industries culturelles et dans les pratiques informationnelles. Elle travaille à la Bibliothèque nationale de France en tant que sociologue depuis 2015 et en parallèle, elle a continué ses activités de recherche et elle est maîtresse de conférences invitées à Télécom Paris. Merci à l'ensemble des organisateurs pour cette introduction et cette invitation. Est-ce que ça marche? Le micro est OK? Tout va bien. Tout va bien. Je vais effectivement profiter de cette invitation à une forme de keynote pour vous proposer mon point de vue de sociologue sur qu'est-ce que c'est que de regarder les publics dans des bibliothèques, sachant qu'effectivement, je fais le pari que vous connaissez un tout petit peu la BNF, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, que par contre la question de la sociologie, des démarches, des méthodes et de ce que ce regard implique mérite peut-être qu'on s'y arrête un tout petit peu. Et donc pour cela, alors j'avais un lycéen à un moment à qui j'avais demandé c'est quoi la sociologie, qui m'avait dit c'est pour étudier les soucis. En fait, c'est pas que ça. Enfin, je ne fais pas que ça. Mais ça montre bien cette idée de dynamique qui est que c'est une psychologie des sociétés, des groupes, des collectifs, et que ça sert à observer des choses, pas tant pour résoudre des problèmes, qu'au moins en avoir une connaissance qui va s'articuler à d'autres formes de connaissances qui sont les vôtres par différents biais. Donc je vais commencer par cette question d'où je parle au sens de méthode et de posture, sachant qu'effectivement j'ai fait le choix à un moment de ne pas faire de service public à la BNF, c'est-à-dire de ne pas me mettre dans la situation d'interaction avec les publics à travers une banque de salles, à travers des interactions sur les réseaux sociaux, à travers des réponses à des questions. J'ai considéré que décaler le regard pour le sortir de l'interaction qui est proposée et demandée par les publics était complémentaire de ce que les agents et les collègues et vous, à vos différents postes, pouvez vivre dans la relation avec les collègues. Et le but n'est pas du tout d'avoir un discours supérieur de la science ou autre pour dire que bien sûr l'enquête a raison, mais de dire que c'est bien complémentaire de l'expérience. Un petit peu comme un médecin et un patient discutent de l'expérience de ce qu'on en vit et que la réalité est multiple. Alors je le fais d'autant plus que, effectivement, quand mon job, sans répondre au public et sans faire du service public, est néanmoins de passer ma vie à regarder les publics, alors les regarder à travers différents prismes. Et je pense que ce n'est pas à vous, vu vos domaines d'activité, que je vais apprendre que regarder n'est pas neutre et que regarder présuppose toujours d'avoir une forme d'attention à qu'est-ce qu'on regarde et de qu'est-ce qu'on en capte. Pour cela, j'ai pris l'exemple en fait d'un travail qui avait été fait par des étudiants en design. On les avait invités une semaine à la bibliothèque en leur disant on voudrait savoir comment les gens découvrent et explorent le lieu.
Effectivement, des étudiants en design ne font pas des questionnaires, ils font des croquis. Et donc vous avez un exemple de ce qui avait été fait en croquis et qui invite à se demander en fait qu'est-ce que la personne regarde quand elle regarde les publics. En l'occurrence, les étudiants vont noter des choses comme la charge, la posture, est-ce qu'on vient équipé, est-ce qu'on vient avec une mallette, est-ce qu'on vient autre chose, et on ne vient pas sans rien à la bibliothèque pour travailler. Et donc c'est une forme d'observation qui est forcément décalée de celle que je vais avoir moi ou celle que vous allez avoir vous dans vos différentes interactions avec les publics, mais ça attire l'attention sur le fait que trouver les descripteurs et définir les descripteurs de qu'est-ce que sont les publics nécessite un travail et une réflexion en amont des questions qu'on se pose. Bien sûr, on a toujours envie de demander l'âge, le sexe, l'activité, enfin, un certain nombre de basiques. N'empêche qu'on peut aussi se demander comment est-ce que les personnes arrivent à équiper avec une connaissance antérieure ou pas des bibliothèques, de nos espaces, de nos catalogues, de nos fonds. Est-ce qu'ils arrivent avec une sociabilité? On leur a parlé d'eux, ils ont peut-être des appuis pour aller plus loin, pour retourner sur Gallica ou autre. Et donc c'est l'ensemble de ces questions et de ces descripteurs qui nécessitent d'être revisités à chaque enquête pour se demander comment est-ce qu'on regarde les publics, est-ce qu'on les regarde avec telle ou telle information. Cette question se pose d'autant plus sur les pratiques. J'ai mis un S en plus par rapport au titre. À un moment, je me suis dit, mais non, on ne peut pas parler des pratiques dans l'absolu, il faut mettre des pratiques. J'ai poursuivi en puisant dans cette semaine d'observation par des étudiants en design, en montrant deux outils que certains avaient utilisés aussi. Celui que vous voyez à votre gauche est qu'en fait, les étudiants avaient fourni aux visiteurs et aux lecteurs qui venaient le matin, ils leur disaient, bah voilà, on vous donne une grille, qui n'est pas une grille d'ailleurs, c'est un rond qui indique différentes activités. Vous voyez là par exemple, il y a rechercher, réfléchir, discuter, écouter. Et ce qu'on vous demande, c'est de tracer au fil de la journée l'ensemble des activités que vous avez eues pour voir les trajectoires intellectuelles et d'activités qui sont faites. Alors, dans les pratiques, effectivement, est-ce qu'on a intérêt à regarder les pratiques qui sont discutées, rêveries, pauses? Ça ne fait pas partie du travail documentaire qui est attendu à être soutenu à la bibliothèque. Néanmoins, on sait bien que ça fait partie du travail et que ça fait partie d'étapes de travail, surtout pour des gens en recherche qui ont des temps longs. L'intérêt de ce type d'enquête un petit peu qualitative est aussi que les personnes ont pu rajouter « En fait, je fais aussi du Facebook et de l'Instagram, et oui, ça fait partie de la vie, moi aussi, ça m'arrive. » Et puis ce mot d'angoisse qui arrive au milieu et qui est, en fait, il y a des moments où le travail à la bibliothèque est un peu angoissant. On y reviendra après. Mais donc, vous voyez ici qu'on est très loin d'un descripteur qui est « Quel type de document avez-vous besoin ?» Même si le but est d'y arriver, même si le but est bien de mettre en place des services pour les publics, n'empêche que les décrire à travers des activités multiples me paraît être un détour intéressant. L'autre image est celle d'étudiants qui effectivement se sont demandé comment est-ce que les gens circulaient et à travers un système photographique, en fait, ce que montre cette image, et ce pourquoi je l'utilise, même si les étudiants l'utilisaient pour autre chose, c'est que le mouvement est difficile à capter. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens qui passent une fois. À la BNF, en fait, il y a une concentration des visiteurs, c'est-à-dire qu'il y en a 20% qui font 70% des visites. C'est ceux qu'on voit beaucoup, qui forcément vont fixer l'image parce qu'ils sont là souvent, alors que ceux qui passent, ceux qui ne connaissent pas très bien, ceux qui essayent, ceux qui ceci et cela, c'est plus dur de les capter, c'est plus dur d'avoir un descripteur de leur activité. Donc ces trois exemples de descripteurs visent à montrer que ce n'est pas neutre, cette question de qu'est-ce qu'on observe. Et puis il y a la question de qu'est-ce qu'on produit. Alors je vous ai juste mis une copie de l'écran où il y a une forme d'enquête qui sont disponibles. Alors pour la BNF, il y a bien évidemment d'autres établissements qui font beaucoup d'enquêtes et celles de l'INHA et de Marie-Garembois sont aussi tout aussi intéressantes. Ce à quoi me sert ce point qui est de dire, une fois qu'on a regardé les publics, une fois qu'on a regardé leurs pratiques par rapport à un contexte particulier, n'empêche qu'il faut passer à l'étape de formalisation des résultats, certes, de restitution, et puis d'élaboration d'un service, d'une activité, etc. C'est un peu comme la question dans cette élaboration, on va à la fois utiliser des enquêtes antérieures. Il se trouve qu'on a la chance notamment de pouvoir se référer à des enquêtes de 1994 avant l'ouverture de François Mitterrand et que c'est quand même assez signifiant d'avoir cette forme d'antériorité et de point de repère qui nous permet de voir des évolutions qui sont assez peu visibles d'une année sur l'autre et donc c'est préférable de les voir avec du temps long. Et puis c'est aussi s'appuyer sur des enquêtes plus larges. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec l'enquête pratique culturelle du ministère de la Culture qui nous permet de resituer nos publics par rapport à l'ensemble des pratiques et d'autres activités.
Donc il y a cette production d'enquête. Alors à la BNF, on est 2 sociologues pour faire des enquêtes régulièrement. Je sais qu'il y a des collègues dans la salle qui pourront aussi peut-être donner leur point de vue sur ce que c'est que de travailler avec nous. Et le point sur lequel je voulais terminer était que c'est une forme de connaissance qui nécessite d'être retravaillée pour passer à un plan d'action. Ce n'est pas une réponse brute à un plan d'action. C'est un peu comme le GIEC qui travaille sur le réchauffement climatique mais ne va pas faire une politique publique. Et donc tout ce travail d'élaboration d'informations sur les publics, d'informations sur les budgets, d'informations sur les moyens techniques, d'informations sur les fonds, les collections, nécessite un retravail qui fait que la sociologie ne donne pas des solutions en tant que telles, elle donne des pistes parmi bien d'autres. C'est mon point de vue, c'est ma posture de sociologue dans cette activité. Autant que je vous donne 2 exemples pour essayer de vous en donner prise et voir si je vous convainc que ça a un intérêt effectivement de réfléchir à ces descripteurs. Je vais notamment m'appuyer sur l'Observatoire des publics qu'on a fait à la BNF en 2020, qui est une enquête pour la première fois. On a dit en fait on va faire en même temps un questionnaire auprès des publics en salle, en ligne, à distance, sur les activités pédagogiques, sur les activités culturelles, sur les activités documentaires. C'est un peu ambitieux, c'est un peu très volumineux, parce que ça fait que les enquêtés ont répondu à 160 questions, en y mettant une demi-heure, et ils sont plus de la moitié à avoir répondu aussi au verbatim. Néanmoins, ça me semblait être un geste que de dire il faut consacrer une égale attention à des publics qu'on voit tous les jours en salle de lecture, à des publics qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont à distance. Il faut pouvoir reconsidérer le rapport aux documents de la même manière pour des personnes qui sont en salle ou pour des personnes qui sont en galerie, en loisirs, en découverte, etc. Ça nous fait une enquête où on a 5000 et quelques répondants, c'est beaucoup, pas beaucoup, on peut en discuter, qui a cette vraie image de la photo de famille, qui est, on a essayé de mettre beaucoup de gens, on voit plus ou moins net, parce qu'en fait, forcément ils sont nombreux, donc on a un grand angle. On a un peu plus de vieux, on sait qu'on a eu du mal à recruter des jeunes, parce que notamment la partie qui était un complément in situ a été annulée. Du fait de la pandémie. Et en fait, on sait que ces activités ne sont pas tout le monde, mais que ça nous donne quand même un certain nombre d'idées sur une forme d'ampleur et de volume qui me paraissent intéressantes, même si à nouveau, ça ne va pas donner les détails sur tel ou tel service, comment il évolue, sur telle ou telle activité, à quoi il correspond. Alors, pourquoi je pense que ça peut être utile d'avoir ce regard de sociologue sur les publics? Je vais prendre donc 2 exemples avec un petit peu d'observatoire et un petit peu d'autres enquêtes. Le premier est sur la comparaison entre chercheurs et amateurs. Alors, amateur est entendu ici, suivant le sens d'un sociologue qui s'appelle Patrice Flichy, qui a écrit un livre en 2010 qui s'appelle « Le sacre de l'amateur », qui montre que Internet a servi à toutes ces pratiques amateurs qui sont pas du tout, c'est pas du tout un sens dépréciatif, qui sont les fans de botanique, les experts de tous les buts de foot depuis le début de la Coupe du Monde, les activistes sur les poissons, les fans d'histoire, etc. Et que toutes ces activités qui sont des activités hors cadre universitaire, en fait, Internet permet aux gens qui sont très actifs et très passionnés par certains sujets de se retrouver, alors qu'avant, ils étaient éclatés dans leurs familles respectives et que le dîner du dimanche midi avec l'oncle qui maîtrise l'histoire des verreries, c'est un peu toujours questionnant de comment je rebondis à ça, et qu'au moins les amateurs ont pu se retrouver sur Internet. Quand on regarde les publics qui ont répondu à l'observatoire de la BNF, je ne vous mets pas beaucoup de chiffres, je vous promets, il y en a 2, c'est celui-là et le suivant, et après j'arrête. En fait, on a cette grande barre de 1200 répondants, c'est 22% de répondants qui sont retraités d'une activité qui n'a a priori aucun lien avec la bibliothèque. Ce n'est pas des professionnels d'histoire, ce n'est pas des professionnels de l'enseignement, ce n'est pas des professionnels des bibliothèques, ce n'est pas des enseignants-chercheurs. Ils font plein de choses différentes. Ils sont 22% quand on rajoute ceux qui sont actifs et qui déclarent effectivement leur activité, parce qu'on commence par ce décrypteur qui est « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» On leur demande leur profession. En fait, c'est 40% des gens qui ont une activité principale qui ne semble pas avoir de lien avec la bibliothèque. Forcément, c'est très opposé à ce qu'on voit en salle, puisque la petite barre noire et rouge, qui est celle des étudiants ou doctorants, en fait, in situ, c'est quand même plutôt 75%. C'est elle qui est beaucoup plus grande. Et donc, en fait, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on décrit
les enquêtés, les publics, est-ce qu'on les décrit à travers cette activité principale ou à travers une autre question qui est, mais au fait, est-ce que vous faites une thèse en parallèle de votre activité principale, ou est-ce que vous avez une passion, une activité qui fait que vous êtes amené à consulter les documents, et donc intégrer une activité secondaire permet de faire émerger cette population et de réaliser que dans l'ensemble des répondants, ils sont 35% à nous dire avoir une activité qui s'inscrit dans un cadre académique, ils sont 33% à avoir un tiers à avoir une activité qui s'inscrit dans un cadre amateur. À nouveau, ça ne veut pas dire que c'est du loisir et qu'ils le font en dilettante. Ils sont hyper professionnalisés, enfin pas professionnalisés, mais ils sont hyper attentifs sur structurer leurs sources, faire attention à acquérir une expérience, etc., etc. Donc c'est bien une activité qui est investie avec éventuellement des moyens en temps, en budget et conséquents. C'est juste que ils ne sont pas dans un cadre universitaire, ils n'ont pas des publications à faire, ils ont éventuellement d'autres enjeux à gérer, d'autres contraintes familiales, etc., etc. Il faut négocier, par exemple, avec, dans une enquête, il y a un amateur qui nous racontait qu'il devait négocier avec sa femme pour avoir le droit d'avoir un peu de temps pour faire ces trucs-là, parce que quand même, c'était tout seul devant son ordinateur, et donc il fallait négocier ça avec les activités familiales. Vous voyez que c'est des proportions qui sont pas négligeables, en fait, et juste rapidement, le dernier tiers se divise entre les professionnels des bibliothèques et des visiteurs qui sont complètement autre chose. Pourquoi ça me paraît important de différencier cette activité principale et cette activité secondaire? C'est qu'en fait, le rapport aux documents, et notamment à la source primaire, peut être similaire. C'est ce que montrait aussi Valérie Baudouin dans son travail sur les amateurs de la Grande Guerre et sur comment est-ce que les amateurs et les professionnels de la recherche sur Internet réutilisaient les fonds documentaires de la BNF, la Contemporaine et d'autres pour élaborer l'histoire de la Grande Guerre. Ces personnes ont un point commun sur les sources. On voit là que dans les enquêtes, en fait, il y a consulter des documents, notamment à distance, puisque c'est des gens qui sont aussi beaucoup plus à distance, mais que la complémentarité avec les autres outils, catalogue, signalement et autres, description des fonds, ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire que sur l'ensemble des répondants, ils sont un quart à n'utiliser que Gallica. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les métadonnées, hein. Ça veut dire que la notion de descripteur de fonds qui vient du catalogue n'est pas connue. Et dans en fait, ce un quart des gens qui n'utilisent que Gallica, il y a surproportion très nette d'amateurs qui n'ont pas eu de formation à la BU sur les catalogues, qui ne voient pas forcément l'intérêt de consulter un catalogue puisqu'ils ne viendront pas sur site pour consulter des documents, et qui du coup n'ont pas du tout d'expérience des outils de signalement qui sont faits. A contrario des enseignants-chercheurs qui vont utiliser un peu tout, ou de ce qu'on voit dans le verbatim là, qui est une femme de plus de 65 ans qui réside à l'étranger et qui dit, en fait, elle a fait une thèse, elle a commencé à utiliser les outils de la bibliothèque à ce moment-là, elle est retournée dans son pays, qui est un pays du Moyen-Orient, et puis elle utilise un certain nombre d'outils de médiation, tels que les essentiels, les contenus pédagogiques, etc., pour en parler avec ses étudiants. Donc elle va utiliser pour elle Gallica, les catalogues, les sources, les fonds. Elle va pouvoir communiquer avec ses étudiants autour des activités de médiation. Et puis il y a ce truc de... Et puis en fait, maintenant que je sais m'en servir, j'y vais aussi quand on s'ennuie, quand on a le cafard, que le monde est trop gris, une petite visite en ligne et tout reprend des couleurs. Et donc ça devient aussi des activités de loisirs, enfin pas vraiment de loisirs, mais une familiarité de connaissance des fonds qui fait qu'on peut les utiliser pour des activités multiples et variées, et qu'il y a cette ampleur de l'usage des ressources et des outils qui se fait au fil du temps. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'échanger sur amateurs et chercheurs? C'est qu'en fait, le niveau de satisfaction et les attentes ne sont pas les mêmes. Il y a un point commun qui est qu'ils demandent tous plus de numérisation, beaucoup plus de numérisation, et encore toujours plus de numérisation, et surtout le fait que la numérisation puisse toucher des fonds qui sont peu connus, moins connus, avec le problème de est-ce qu'on numérise ce qui est le plus consulté ou au contraire ce qui est le plus spécifique. C'est toujours un peu questionnant. Mais c'est, je suppose, d'autres sujets et d'autres rencontres qui ont fait cet objet-là. Néanmoins, donc ils demandent plus de numérisation. Globalement, 49% se disent très satisfaits. On n'a pas de problème de satisfaction. Par contre, le point d'attention, c'est que si on regarde dans le détail, en fait, ceux qui sont super critiques, c'est les doctorants et les chercheurs. Alors, l'enquête a été faite en 2020. Je pense que ça fait très longtemps et qu'on le voit bien quand on prend le RERC pour aller au bureau ou un entretien d'embauche. On est un peu plus critique que quand on prend le RERC pour aller voir la Tour Eiffel. On n'a pas les mêmes exigences. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même régularité d'activité, etc. Néanmoins, ce qui se dit, c'est bien que le cadre de travail et des professionnels de la recherche
impose des formes d'exigence et de contraintes que les amateurs, à nouveau au sens appréciatif du terme, n'ont pas forcément ou vont questionner d'une autre manière. C'est des généralités, c'est des profils idéotypiques. Hein. Il y a bien évidemment des amateurs qui sont critiques, il y a bien évidemment des enseignants-chercheurs qui sont extrêmement satisfaits. Néanmoins, il faut, je pense, avoir en tête ces modes de fonctionnement différenciés pour comprendre que les attentes ne vont pas être les mêmes entre les uns et les autres. Et j'ai mis un verbatim qui est aussi cette attente de... je souhaiterais davantage d'interaction entre chercheurs et personnel, parce qu'en fait, il y a cette même question qu'avec le médecin et le patient de où se situe l'expertise et comment est-ce que les uns et les autres travaillent ensemble. Et donc, autant j'en appelle à un dialogue entre sociologues et professionnels des bibliothèques pour mieux comprendre les publics, autant effectivement la question de la place des publics qui leur est donnée, leurs compétences, leur expertise, et aussi, à mon avis, un champ à investiguer. C'était ce premier point. Je vais y aller plus vite sur le suivant parce qu'il est plus exploratoire de ma part, pour être tout à fait honnête. Et donc, vous me direz s'il est convaincant ou pas. En fait, je voulais revenir sur l'activité des chercheurs. Vous êtes des bibliothèques de recherche, des étudiants, etc. Et à partir d'une enquête plus qualitative, se poser la question de dans l'activité de recherche émergeait la question de l'angoisse et de l'incertitude. Et donc, ça me semblait intéressant de développer qu'est-ce que c'est que cette activité de recherche dans l'incertitude. Je m'appuie pour ça, en plus, c'est là que vous connaissez peut-être mieux les choses que moi, sur un ouvrage de Pierre-Michel Menger qui s'appelle « Le travail créateur et s'accomplir dans l'incertain ». Donc, le principe, le propos très résumé de Pierre-Michel Menger, c'est que l'incertitude est sur la valeur, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce que vaut ce qu'on est en train de produire, et pour les artistes, quelque chose qui est extrêmement créateur, c'est-à-dire que c'est ce qui génère d'autant plus d'activités, d'autant plus de production, et on saurait ce que ça vaut, on ne produirait pas la même chose. Pierre-Michel Menger applique ça aux artistes. Et puis, par la suite, il a fait des cours au Collège de France et il s'est intéressé à l'activité des chercheurs pour montrer qu'il y avait des mécanismes qui ne sont pas si différents, notamment de primo leader, c'est-à-dire que si on a un projet de recherche, on va avoir d'autres projets de recherche, si on a une exposition, on va avoir d'autres expositions. Il y a cette forme de concentration, de question de la visibilité, et que probablement le fait de faire une recherche quand on est étudiant en master, quand on est doctorant, même quand on est enseignant-chercheur, il y a toujours cette incertitude de qu'est-ce que ça vaut, ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de passer du temps sur des fonds qui en fait ne vont rien m'apporter, est-ce que je suis en train de lire un ouvrage, une bibliographie secondaire qui va être constructif, que je vais pouvoir réutiliser, ou au contraire, est-ce que finalement ça ne me servira pas du tout. Et donc il y a à la fois une incertitude sur le process de recherche et une incertitude sur la valeur de ce qu'on produit, est-ce que ça va être publié, est-ce que ça va être reconnu par ses pairs, etc. Alors je trouvais que c'était important parce que dans une enquête qualitative, on voyait très bien que c'était une enquête avec des chercheurs en sciences politiques qui, pour la plupart, avaient un usage de bibliographie secondaire et pas de sources primaires. Donc leur pratique de la bibliothèque est celle de consultation de livres récents ou plus ou moins anciens, mais en tout cas pas le dépouillement de sources, ce qui est probablement un travail un peu différent, on y reviendra après. Mais en tout cas, cette trajectoire des chercheurs est d'apprendre à gérer l'incertitude, alors avec plus ou moins d'angoisse. Les étudiants étaient vraiment touchants d'insouciance sur c'est vraiment formidable, je sais que je peux tout avoir, il y a des livres partout, etc. Et puis quand on parle aux doctorants, là ça devient un peu plus dur, c'est en fait j'arriverai pas à tout lire. En fait c'est le stress absolu, madame, je ne sais pas si je vais pouvoir lire toute l'étagère de mon sujet de thèse, au point qu'il y a quelqu'un qui me dit je préfère Sainte-Barbe parce que j'ai l'impression que je peux mieux maîtriser mon sujet, l'étagère à la bibliothèque elle est plus grande. Voilà, la biblio pour des doctorants, c'est le risque de la procrastination parce qu'on sait que c'est sans fin. C'est l'endroit sur lequel on peut louper quelque chose et c'est une source d'angoisse qui est comment est-ce que je fais pour gérer cette ampleur de choses qui est la montée en compétence qui fait que je vais pouvoir me reconnaître avec mes pairs. Puis quand on passe avec les chercheurs, ils disent en fait j'ai fini par admettre que je ne pourrais pas tout savoir, pas tout lire. Et donc c'est eux qui notamment profitent avec loisir, avec toute bonne conscience du libre accès pour pouvoir papillonner d'un endroit à un autre parce qu'en fait on va pouvoir se dire que ok, je gère mon temps, je sais que là, j'arriverai pas à écrire, donc je vais lire. Et cette réassurance que peuvent avoir les enseignants-chercheurs, elle s'acquiert au fil du temps. Hein. C'est une expertise qu'on ne va pas pouvoir faire à leur place, hein. C'est leur job. Mais ça montre bien qu'en fait, en fonction du stade de recherche, on n'a pas le même rapport à la bibliographie et la question de est-ce que je peux avoir tel document, monsieur, madame, en fait, elle est plus ou moins stressante
en fonction du moment où on en est. À propos des sources primaires, il y a aussi ce niveau d'incertitude qui va émerger. J'ai plus trop d'idées de où j'en suis, mais 3 minutes, ça va? Ah, bah, c'est bon, on a le temps alors. À propos des sources primaires, bon, vous le savez, je pense mieux, il y a cette incertitude de qu'est-ce qu'il y a dans les cartons, qu'est-ce qu'il y a dans les contenus, comment est-ce que j'organise mon temps pour le gérer. C'est un travail, je fais référence là à un travail de Mélanie Roustan qui avait été fait en 2013, donc, qui date un peu mais qui n'a pas changé sur beaucoup de choses, qui était sur les départements spécialisés du site Richelieu, qui en fait posait la question, enfin le point de départ était le numérique, c'est-à-dire est-ce que les salles vont se vider du fait du numérique? Un peu, pas seulement, en fait, oui, le travail change avec la fonction numérique. Mélanie Roustan proposait en fait 2 types de chercheurs qui utilisent les sources et qui dépouillent les sources. Elle faisait la distinction entre des affineurs et des moissonneurs. Vous voyez arriver, les affineurs sont ceux qui vont partir d'un point de départ, aller au suivant, et du coup faire le travail de recherche pas à pas en salle à partir des sources et des contenus qu'ils préparent. A contrario des moissonneurs qui vont enclencher, c'est ceux qui prennent 36 000 photos, je crois que c'est un peu beaucoup, mais en gros beaucoup de photos au cours de leur activité et de leur visite en salle pour faire un traitement après. Et en fait, il me semble que ce que cette observation pose comme question, c'est 2 choses. La première, c'est que, en fait, à nouveau, le rapport au temps et le rapport au stress n'est pas le même. Il n'y avait pas dans les travaux de Mélanie Roustan la question de la légitimité. Il y avait bien sûr la question de est-ce qu'on est à distance ou pas, enfin, est-ce qu'on réside loin ou pas de la bibliothèque. Et il y a du coup le fait que les affineurs, moissonneurs peuvent être à des situations de vie différentes à un moment de leur vie. Moi, j'aurais envie de faire l'hypothèse que les chercheurs amateurs ont des pratiques d'affineurs, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les contraintes de publication de la fin d'une thèse dans 3 ans. Mais ça mériterait en quête plus loin. En tout cas, se dire que le rapport aux sources et le rapport au travail qui se fait n'est pas le même en fonction d'une situation à un moment donné d'un chercheur. Ça pose aussi une autre question qui est qu'il y a une partie du travail qui se fait en dehors de la bibliothèque et qui en plus va collecter l'ensemble des fonds, enfin l'ensemble des sources et des contenus de sources primaires qui viennent de 2, 3, 10, 50 autres établissements que l'établissement où on était là. Alors, je pense que c'est pas nouveau. Je suis pas une historienne des pratiques des savants et des chercheurs, mais le fait que les collections soient sur différents établissements n'est pas nouveau. La capacité à pouvoir consulter des fonds de tout établissement n'est pas nouvelle. Je me souviens du mémoire de Marie Galvez qui montrait qu'il y avait dès les années 1850 un cahier à la Bibliothèque nationale où les chercheurs pouvaient demander un petit peu sous forme de petites annonces que les prochaines personnes qui allaient à Londres pouvaient-ils faire une copie de tel ou tel document. Et donc c'est pas nouveau ce système de trucs et astuces qu'on voit aujourd'hui sur Twitter qui est quelqu'un peut me faire une copie de ça s'il vous plaît. Néanmoins, le fait quand même qu'il y ait plus de signalements, de la numérisation, fait que l'accès à l'ensemble des documents et d'établissements différents devient d'autant plus facilité. On fait en ce moment une analyse de l'observatoire croisé avec l'enquête des archives, du service interministériel des archives de France, pour voir quels sont nos publics communs, puisque chez nous, il y en a qui déclarent aller aux archives, et chez eux, il y en a qui déclarent utiliser les fonds de la bibliothèque. Donc, ok, quels sont les gens qui, chez vous, viennent chez nous? Quels sont les gens qui... Est-ce que c'est les mêmes, pas les mêmes? En fait, c'est quand même plus de la moitié des usagers qui déclarent utiliser d'autres ressources. Et donc, ça veut dire que c'est l'ordinateur du chercheur qui devient l'espace de consolidation du travail, alors avec des activités de fiches, de notes, d'annotations qui ne sont pas nouvelles, qui se fait quand même de plus en plus avec des outils techniques développés pour ça ou pas. J'ai mis Zotero et Tropi, mais il peut y en avoir bien d'autres. J'ai mis aussi l'image du livre de Voir les savoirs de Jean-François Berthe et Jérôme Lamy sur effectivement ces outils de la construction des savoirs qui sont les fiches, les notes, les sociabilités, les discussions, les interactions, qui se voient aussi dans ce que Françoise Wauquiez travaille autour des émotions des chercheurs. Et donc c'est bien que c'est à cet endroit unitairement du chercheur
que se crée une partie de la connaissance et du savoir, avec ces pratiques qui sont propres de classement, de taxonomie, etc. Alors, l'hypothèse derrière tout ça, la question derrière tout ça, c'est que si c'est sur un ordinateur qu'un chercheur fait une partie du travail, il n'y a plus les interactions en salle qui permettent de voir comment les autres classent leurs documents. Il n'y a plus les interactions avec les professionnels des bibliothèques sur quelle est l'indexation qu'il va falloir utiliser ou comment je vais travailler mon thésaurus, mon index, etc. Et donc, la structuration du travail va se faire de manière individuelle si on ne propose pas des supports qui permettent de discuter les uns les autres, qui permettent peut-être de discuter aussi entre chercheurs et professionnels des bibliothèques. J'en appelle à ça au fait que, par exemple, pour les généalogistes, ils sont beaucoup à nous dire qu'ils n'ont pas eu de formation dans les établissements documentaires, mais par les éditeurs de solutions techniques. Par exemple, on se fait former par Philae et pas par les bibliothèques sur un certain nombre de centres d'archives. Donc, voilà comment est-ce que, en fait, l'incertitude dans la recherche porte autant sur la valeur de ce qu'on fait, sur l'exploration de sources secondaires et de la bibliographie, avec ce stress de la documentation, et puis au niveau du travail, sur les sources, sur l'incertitude, sur le classement, sur la construction des savoirs, il y a une incertitude parce que cette individualisation de « je prends plein de trucs dans plein d'établissements différents et il va bien falloir que j'en construise quelque chose et que je refasse le puzzle quand même ». Alors, pour conclure, je voulais juste revenir sur cette image qui est, peut-être c'est tout à fait classique pour vous, moi j'avais l'impression de le découvrir, cette idée. En fait, oui, la bibliothèque est un dispositif qui n'est pas neutre dans l'accès aux connaissances, au savoir, qui est tout à fait volontaire et tout à fait intègre dans sa proposition d'accès aux ressources par beaucoup d'outils disponibles, que ce soit les parties documentaires, les outils de signalement, les catalogues. Mais il y a bien cette question d'un individu qui est en questionnement. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais ça reste ouvert, qui peut être tout seul s'il fait sa thèse, mais aussi en présence d'étudiants, et peut-être que travailler pour des étudiants ou pour une formation ne relève pas tout à fait des mêmes questionnements et interrogations que quand on travaille pour un projet de recherche en particulier. Que l'accès aux ressources, que ce soit des ouvrages, des manuscrits, d'autres ressources que vous connaissez dans toute l'ampleur de ces ressources qui font que on est effectivement un centre de documentation avec des documents multiples et hétérogènes. Cette consultation se fait aussi bien à la table de travail quand on est extrêmement concentré et avec une pile de bouquins que dans un espace de galerie ou de visite où, j'ai mis là l'image de quelqu'un qui serait dans une exposition en train de regarder un tableau, mais ça pourrait être aussi dans une manifestation, dans une conférence, et puis que quand on est sur Internet, et que oui, quand on est sur Facebook et Instagram, on peut très bien avoir aussi une forme de travail qui se fait, que cette rencontre, du coup, avec les documents passe par différents endroits, mais que les outils qui sont fournis par les établissements documentaires pour accéder à ces ressources et comprendre leur ampleur, que ce soit les métadonnées, que ce soit les catalogues, que ce soit la prise de notes, la disponibilité des fiches et les rayonnages, contribuent à faire que ça donne des prises pour que les individus puissent explorer les documents. Ça paraît aussi d'autant plus questionnant de repenser les choses comme ça qu'à nouveau, les dispositifs ne sont pas toujours les mêmes d'un établissement à l'autre. C'est-à-dire que on a beau croire qu'un catalogue, c'est toujours un catalogue, je fais l'hypothèse qu'un catalogue n'est pas toujours un catalogue, enfin n'est pas le même que le catalogue d'à côté, et que ce qui réunit l'ensemble de la profession sur un certain nombre de bases de compréhension des signalements et des objets nécessite une forme d'expertise et de compréhension multiple de ce qu'il en est. Et donc, quand Éric de Chassey mentionnait un appel à collaboration de projets scientifiques, moi, je rejoins, enfin, je n'ai pas à rejoindre ou pas rejoindre ce que dit le directeur général, mais j'entends aussi des appels de la collaboration autour de la médiation et du fait que l'ensemble de nos dispositifs sont utilisés par nos publics de manière diverse et variée et souvent cumulative, et que ne pas jouer de la complémentarité entre nos formations réciproques, entre nos discours réciproques serait dommage,
et que cela appelle aussi à se rappeler que voir les publics positivement dans ce qu'ils font et qui est de construction de la connaissance, qui est une construction de la connaissance différente de celle que vous faites dans vos activités scientifiques, mais qui néanmoins produit des choses qui sont disponibles pour les uns et les autres, est aussi une valeur et un apport qu'on peut considérer et discuter avec nos objets. Au sens de pas forcément contribution, on n'a jamais demandé à des publics de faire du catalogage, et je ne pense pas que les publics soient même de faire une indexation rameau, mais néanmoins, comment est-ce qu'on travaille l'ensemble de cette connaissance qui est produite me paraît intéressant. Je vous ai proposé du coup voilà, ces deux exemples sur les chercheurs amateurs et les chercheurs en situation d'incertitude. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions si vous le souhaitez, avant que Marie Garembois présente les choses de manière plus concrète sur des enquêtes et des méthodes précises. Voilà pour ma part ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Pour conclure. S'il y a des questions, et s'il n'y a pas de questions, je laisse la parole. Je vous ai tous séchés. Bonjour, Françoise Hugon, responsable du centre de documentation de l'ENSI. Je voulais juste une petite précision concernant justement l'enquête auquel vous faisiez référence au début de votre intervention. Est-ce une enquête qui a été faite justement par nos étudiants à l'ENSI quand il s'agissait de l'observation? Je sais qu'il y a eu un projet qui a été fait quand il s'agissait de l'observation justement des publics. Parce que vous aviez une référence, mais on n'a pas eu le temps de la noter. Je pense que c'était une recherche qui a été faite. Voilà, celle-ci. Savez-vous si c'est ça? Parce que oui, alors non. On a plusieurs fois travaillé avec des étudiants. On a travaillé en 2016 avec des étudiants de l'ANSSI qui ont fait un atelier complet pendant 4 ans sur proposer des services à la BNF. Cette expérimentation-là était avec des étudiants en design de Paris 1, coordonnés par Télécom Paris, donc c'est pas tout à fait la même. C'était un format beaucoup plus court d'1 semaine, où du coup, on n'allait pas jusqu'à leur demander d'élaborer des services et des propositions. Alors qu'effectivement, quand on a travaillé avec les étudiants de l'ANSSI, le but avait été qu'ils proposent des services et qu'en fait, ils puissent aller jusqu'à des prototypes. Aussi bien dans les activités studieuses de recherche documentaire que dans des activités culturelles ou autres. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes, c'est un projet différent. merci. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là et que je laisse la place à Marie, du coup? Eh bien, je laisse la place à Marie. Merci Irène. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans ce qui a été dit qui peut être repris par chacun et chacune d'entre nous dans nos établissements, même si l'échelle n'est pas la même, mais c'est pas grave, ce sont nos publics également. C'est maintenant Marie Garembois qui entre sur la piste. Marie a eu tout d'abord une carrière dans la communication institutionnelle en collectivité territoriale et au Goethe-Institut de Lyon. Et ensuite, elle est revenue dans le droit chemin de la bibliothéconomie. Et elle a été d'abord responsable du département publication et open access de Sorbonne Université jusqu'en août 2020, avant de rejoindre la bibliothèque de l'INHA, où elle est désormais chef du service des services au public. Bonjour, tout fonctionne? Ouais, c'est bon? Ok. Donc, merci Irène pour cette première intervention. Et effectivement, ça introduit bien ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir vraiment, pour le coup, un retour d'expérience beaucoup plus pratique sur l'enquête que nous avons menée en 2021, qui avait déjà été lancée la préparation avait été lancée en 2020 auprès des publics de l'INHA. Et plus particulièrement de leurs usages des services documentaires.
Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de la méthodologie de cette enquête. Je vous présenterai rapidement la manière dont nous avons élaboré le questionnaire et le guide d'entretien, et puis une synthèse des résultats et les conclusions que nous avons pu en tirer ou que nous en tirons encore au quotidien. Tout d'abord, pour vous situer un petit peu la manière dont nous avons procédé, c'était assez particulier pour moi de travailler sur cette enquête, puisque comme Sophie l'a dit juste auparavant, je venais juste d'arriver à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc je n'avais pas encore une connaissance de son public. Le point positif, c'est que j'avais un regard assez neutre encore par rapport à ce public. Et puis, malgré tout, des choses à approfondir. Le public de l'INHA, il est assez bien défini, en tout cas pour le public de la bibliothèque. D'une part parce que, comme c'est une bibliothèque de recherche, elle n'est pas ouverte à tous les lecteurs, mais plus spécifiquement à différentes catégories d'usagers, notamment les étudiants à partir du master, les doctorants, chercheurs en histoire de l'art, archéologie, etc., toutes les disciplines connexes, et puis un public de professionnels du monde de l'art, donc professionnels aussi bien des institutions que peuvent être les musées, etc., mais aussi d'autres types d'usagers, comme des professionnels, par exemple, du monde de l'art dans le sens galerie, aussi certains cabinets d'avocats parfois, etc., enfin des gens qui ont un usage professionnel un petit peu différent d'un usage de recherche. Donc, mener cette étude, en fait, c'est quelque chose que nous avons réalisé. Vous voyez les dates, et je pense que vous voyez tout de suite ce qui a pu être un tout petit peu compliqué, en fait, pour réaliser une enquête auprès des publics. Cette enquête, elle a été reportée un certain nombre de fois, etc. Nous avons travaillé avec un prestataire, et ça a été assez difficile pour nous de savoir comment nous pourrions la réaliser, puisque l'objectif était d'avoir à la fois une partie sur site, avec une étude en face à face, vraiment en sortie de la salle Labrouste, et puis une étude auto-administrée en ligne. Alors autant on n'était pas trop inquiet sur l'étude auto-administrée en ligne, autant l'étude en face à face, il y a eu quelques rebondissements concernant les dates, puisqu'on était dans ce contexte sanitaire que nous avons tous connu. Et voilà, donc déjà pour dire que cette construction, quand on fait une enquête, au-delà de la nôtre en particulier, on est aussi soumis à tout un tas d'aléas qui ne sont pas forcément de notre ressort et qui ont aussi une influence sur la construction. Donc la manière dont nous avons procédé, nous avons travaillé avec un prestataire qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette enquête. Mais en amont, en fait, comme l'enquête est intitulée, en fait, il s'agit des usages documentaires de l'INHA et pas de la bibliothèque de l'INHA. Alors pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce que tout simplement, sur la structure de notre institution, la bibliothèque n'est pas la seule productrice, on va dire, ou fournisseuse d'outils documentaires. L'idée, c'était aussi d'intégrer notamment, par exemple, le service numérique de la recherche, qui est rattaché au département des études et de la recherche et qui administre des bases de données, notamment une base qui s'appelle Agora et qui est très utilisée par nos chercheurs. Donc l'idée, c'était de se décentrer un tout petit peu de la bibliothèque elle-même et d'essayer de proposer quelque chose au niveau de l'établissement. Ça a été quelque chose qu'on a pris en compte dès la conception de l'enquête même, puisque le questionnaire donc, a été préparé aussi bien avec les différents services de la bibliothèque qu'avec d'autres services concernés au sein de l'établissement. Donc contrairement à la présentation d'Irène, il y a beaucoup de chiffres ici, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans le détail, c'est plus pour donner une idée et aussi pour, je ne sais pas s'il est prévu ensuite de transmettre les supports, mais voilà, pour des personnes qui s'intéresseraient un peu plus précisément au détail, je ne vais pas vous assommer avec tout ceci au fur et à mesure, c'est plus pour illustrer le propos. Donc un questionnaire en ligne diffusé sur le site internet de la bibliothèque, les réseaux sociaux, aussi le blog Sous les coupoles que si vous ne vous connaissez pas, je vous invite à découvrir à cette occasion, et puis sur des listes de diffusion, notamment Bibliopathe, etc. Au total, nous avons réuni 1083 questionnaires complets, ce qui était pour nous une grande source de satisfaction au vu des incertitudes du contexte du moment, dont notamment 327 en face à face, et c'est ça surtout qui nous a fait plaisir, qui nous inquiétait un peu vu
Vu le contexte, 756 questionnaires en ligne. Voilà. En gros, très concrètement, ça veut dire qu'on a des résultats qui étaient suffisamment fiables. C'était la crainte que nous avions, en fait, c'était de ne pas réussir à réunir un échantillon suffisant. Et en fait, ça a assez bien fonctionné. Puisqu'on évoque les détails pratiques, puisque l'idée c'est de vous présenter un peu les choses si vous aussi vous réalisez une enquête. Nous, on a travaillé avec un prestataire, il y a 1000 autres façons de procéder. On peut aussi faire des choses d'ampleur plus modeste, avec un budget moins conséquent, ou plus conséquent si on en a les moyens. Enfin voilà, mais là c'est vraiment un cas pratique. On s'était posé des questions très pratiques au moment de l'envoi de l'emailing, pour se dire par exemple comment est-ce qu'on contacte nos publics, est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles on peut les contacter ou pas. Donc on a fait des vérifications aussi avec notre service juridique sur les questions de RGPD, etc. Enfin voilà, il y a des choses en amont à penser, outre le contenu même de l'enquête ou la manière dont on va le faire. Et c'est vrai que cette question de l'emailing a été importante pour nous, parce que comme vous le voyez là sur ce graphique, clairement, c'est au moment où on envoie le mail ou alors des relances que le questionnaire est davantage rempli. Après, évidemment, il y a des gens qui tombent dessus, mais c'est quand même plus à la marge. Donc, très concrètement, j'ai mis ici, là aussi, vous pourrez le consulter ultérieurement, je pense. On ne va pas faire toutes les questions ensemble. Mais l'idée de ce questionnaire, donc, c'était un questionnaire quantitatif. Donc, récupérer des données très pratiques. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique que les méthodes que j'ai trouvé assez intéressantes d'ailleurs, ce que présentait Irène, notamment le schéma sur aller d'un point à l'autre, etc. Enfin voilà, ça, c'est pas du tout le type d'outil qu'on a développé, mais je le retiens pour une prochaine fois parce que je trouve ça pas mal. Donc nous, on était dans quelque chose de beaucoup plus classique parce que l'idée, c'était d'essayer d'avoir une photographie en fait de notre public à un instant donné. Et en fait, cette enquête, c'était la première depuis l'installation de l'INHA dans la salle Labrousse, en fait, de la bibliothèque dans la salle Labrousse. Il y avait déjà eu des enquêtes un peu plus ponctuelles sur des points, mais c'était la première d'ampleur en quelque sorte. Donc pour nous, c'était important d'avoir aussi ces éléments sans doute très classiques, mais qui nous permettaient vraiment de nous faire une idée, à un instant donné. Voilà, donc des questions qui portaient aussi bien sur le profil des lecteurs que sur les ressources qui consultent majoritairement, sur la fréquence de leur visite, comment est-ce qu'ils visitent l'établissement, etc. Et puis leur pratique évidemment vis-à-vis des ressources, puisque c'était quand même ce qui était pour nous le plus central dans cette enquête-là. Voilà, on a essayé aussi d'élargir un tout petit peu pour connaître la pratique de nos lecteurs vis-à-vis du reste de l'établissement, c'est-à-dire est-ce que c'était une fréquentation purement centrée sur la bibliothèque ou est-ce qu'il y avait aussi une fréquentation de la programmation scientifique, de la programmation culturelle, des différents événements qui peuvent être organisés. Et puis un questionnaire un peu satisfaction malgré tout, puisqu'on voulait savoir, l'objectif de tout ça, c'est aussi de connaître des points d'amélioration s'il y en a, et s'il y en a sur lesquels on peut agir, et pas uniquement de réaliser cette photographie. En parallèle de cette enquête quantitative, on va le voir par la suite, on a aussi réalisé une deuxième phase de cette enquête, qui était une enquête plus qualitative, et là, centré sur une catégorie de public en particulier, à savoir ce public des professionnels de l'art, du monde de l'art, ce dont je vous parlais au début. Parce qu'en fait, c'est un public qu'on connaît moins, puisqu'on le voit beaucoup. On le voit quand il a une demande particulière, quand il a besoin de toute urgence de consulter un catalogue de vente, puisque c'est une sombre affaire de succession et qu'il faut vérifier la provenance d'un tableau. Ou alors on le voit quand un conservateur de musée est en train de travailler sur un catalogue pour une prochaine exposition. Enfin voilà, on les voit au prisme de cas très particuliers, mais on connaît moins leur pratique en tant que telle. On les voit pour le coup en salle de lecture. Comme je vous disais, moi mon regard il était donc un peu nouveau puisque j'arrivais dans l'établissement, mais à la différence de ce qu'a présenté Irène, dès le début, moi je faisais du service public et puis je suis responsable du service des services au public. Donc le regard n'est pas tout à fait au même endroit si on veut parler d'où on parle. Voilà. Donc un public du monde de l'art dont je voyais un peu les pratiques par des cas concrets, mais que nous connaissions moins précisément. Et donc le choix a été fait en fait de faire une enquête plus qualitative auprès d'eux, et avec des entretiens et un guide d'entretien un peu plus précis pour réunir des informations sur ce type de public-là. Le choix aurait pu être différent, on aurait pu décider d'approfondir la pratique de certains étudiants ou des doctorants. Enfin voilà, c'est pas l'idée, c'était vraiment de faire un focus pour cette enquête en particulier. Donc, si
si on évoque un peu finalement ce qui s'est dit dans cette enquête, on va d'abord parler du volet quantitatif. Le profil de nos lecteurs. Alors le profil de nos lecteurs, c'était pas véritablement une surprise, puisque comme je vous l'ai dit, l'accès à la bibliothèque de l'INHA est réservé à certaines catégories de lecteurs. On a aussi bien conscience que les résultats de cette enquête menée à ce moment précis sont tout à fait affectés par des conditions très pratiques, et notamment le public qui a été interrogé, qui était majoritairement en Île-de-France. Nous avions alors moins la visite des chercheurs provenant des régions, nous avions moins les chercheurs de l'étranger, qui sont par ailleurs un public important de l'institution. Donc voilà. Les lecteurs qui ont été interrogés, et surtout ceux en sortie de salle, étaient majoritairement des étudiants. Et essentiellement des étudiants en master, avec une forte représentativité des étudiants qui viennent de l'école du Louvre, puisque on est vraiment au cœur de leur cursus. Aussi des étudiants qui fréquentent les universités, et notamment les universités qui peuvent avoir des enseignements qui sont, alors à l'époque, qui étaient en partie à distance, mais qui au jour le jour sont souvent aussi sur ce site où nous sommes, Galerie Colbert, avec par exemple les partenaires de Paris 1, etc. Parmi les enseignants qu'on a interrogés, beaucoup d'enseignants de l'université, la moitié des étudiants sans surprise en histoire de l'art, et puis les autres disciplines qui étaient aussi représentées. Donc les 6% de chercheurs ou de lecteurs, en tout cas de l'étranger, ne sont pas tout à fait représentatifs de ce qu'on pouvait consulter ou de ce qu'on aurait pu constater à d'autres moments. Un lien avec la bibliothèque qui est assez fort, beaucoup de lecteurs avec une carte annuelle, beaucoup de lecteurs réguliers, les fameux usagers qui représentent, ça c'est quelque chose je crois qui est assez courant dans nos institutions, ce sont ces fameux habitués de la bibliothèque qui viennent vraiment très régulièrement. Voilà, et puis un fort usage de notre libre accès. Ce libre accès, en fait, qui est vraiment le plus utilisé, on l'a vu dans des proportions assez importantes, alors qu'au moment où nous avons réalisé l'enquête, il était tout à fait possible de commander des documents en magasin fermé, etc. Une durée de visite aussi qui est assez longue, alors ça on le voyait, mais là on le constate véritablement. Alors là aussi, il fallait prendre en compte le contexte. On était aussi avec des lecteurs qui avaient peut-être une crainte de revoir la fermeture de certains établissements culturels. Donc ça, c'est quelque chose qui sera abordé, je crois, par la suite, dans la mosaïque de retour d'expérience sur des services plus particuliers qui ont pu être mis en place. Mais en tout cas, voilà, une durée assez longue. Cette durée assez longue, je pense que même hors crise sanitaire, elle se retrouvera quand on refera cette enquête. Donc voilà. Voilà, quelque chose d'intéressant aussi, un tiers des lecteurs qui ne fréquentent que la bibliothèque de l'INHA sur le site Richelieu, et ça c'est une des incertitudes et autre chose qui fera que cette enquête elle sera intéressante à mener à l'avenir, puisque on est sur le site Richelieu qui, comme vous le savez, est en pleine refonte. Vous voyez en face dans la rue le jardin qui illustre assez bien les évolutions qui arrivent, et donc on est curieux de voir comment ça se passera par la suite et si l'expérience de visite de notre bibliothèque sera aussi modifiée par cette reprise d'activité globale du site Richelieu. Les ressources utilisées, donc les collections courantes, très principalement, et le libre accès. La documentation électronique, c'est un sujet qui était intéressant pour nous. On s'est aperçu que dans cette connaissance des services et dans les usages de la bibliothèque, ça aussi c'est quelque chose, je pense, qui se retrouve assez largement, ou en tout cas de ce que j'ai pu regarder des enquêtes qui avaient été menées dans d'autres établissements. Il y a une méconnaissance en quelque sorte des ressources électroniques et surtout de leur accès. C'est-à-dire que comme les accès aux ressources électroniques, et notamment pour les abonnements, les périodiques ou bouquets, e-book et autres, souvent ça se fait, les éditeurs ont des conditions d'accès qui sont un petit peu différentes, et souvent on procède un peu par rebond. On se connecte d'abord sur le site de la bibliothèque et puis on rebondit sur une page, etc. Et donc il y a on l'a vu, une certaine méconnaissance qui font qu'il y a tout un pan des lecteurs qui laissent de côté ces ressources-là et qui se concentrent véritablement sur des ressources accessibles en salle. Donc on avait une satisfaction assez élevée, alors avec parfois... Alors c'est un grand classique pour ceux qui connaissent la salle Labrouste, on nous a signalé assez méthodiquement qu'il y faisait trop froid.
Voilà, c'est bon, voilà des choses. Alors des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise parce qu'il y a des choses très liées au bâtiment, liées au fait que c'est un bâtiment historique, etc. Et puis des choses sur lesquelles malgré tout, on peut agir. Je pense très concrètement. Voilà, je fais un petit aparté ici. On parle aujourd'hui des publics et de ces enquêtes. La question à se poser toujours, c'est pourquoi on fait ces enquêtes. Connaître son public, c'est bien. Connaître ses publics, c'est bien. Mais l'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi de pouvoir avoir une action par la suite, ou en tout cas de savoir en fait comment comprendre et agir sur ce qu'il nous mentionne. Il est évident qu'on ne peut pas agir sur tout. Mais en tout cas, voilà, d'en avoir quand même quelque chose de pratique qui en émerge. Très concrètement, sur les améliorations qui sont citées, on a eu des questions qui se sont posées sur le Wi-Fi et voilà, là on est en train de travailler sur ça. On a fait rajouter des bornes, des choses. Enfin, il y a toujours des petites choses qui sont possibles. Ça paraît pas extrême, mais il y a des petites choses qui sont possibles. Et il faut dire qu'ensuite, c'est assez satisfaisant quand on a des acteurs qui reviennent, qui disent « Ah, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de problème de Wi-Fi. » Donc voilà, c'est une manière de travailler sur des petites choses. Aussi, des choses qu'on prend en compte. Par exemple, là, on est en train de renouveler certaines parties du matériel, notamment tout ce qui est lecteur de microformes, microfiches, etc. Ben voilà, on s'appuie sur des besoins très pratiques, très concrets. Ça serait mieux avec un lecteur USB. Ben ok, on regarde et puis on installe des ports USB. Enfin voilà, des choses très pratiques. Donc une satisfaction qui était assez élevée, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme vous le voyez, le gros sujet, c'est la température. Donc voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire pour ça. Non, et plus sérieusement, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, notamment par exemple la signalétique, qui est aussi un projet en cours pour nous, et notamment dans le cadre de la... On se réapproprie totalement la salle Labrousse, puisque jusqu'à présent, on avait nos collègues de la BNF, en fait, et du département des estampes et de la photographie qui partageaient avec nous un espace. Donc on profite en fait du moment où on récupère l'usage complet de cette salle pour travailler sur des questions comme la signalétique. D'autres sujets sur lesquels on peut travailler, ben voilà, les informations sur le site internet, ça c'est quelque chose auquel on peut être plus attentif, réfléchir, etc. Enfin, voilà. Donc je vais vous passer le détail de tout ça, je le laisse dans le support pour les personnes qui souhaiteraient approfondir un petit peu davantage ces sujets. Sur le volet qualitatif, donc comme je vous le disais, un focus sur ces professionnels du monde de l'art et puis aussi sur les usagers du monde universitaire qui sont évidemment un des publics importants pour nous. Donc la différence avec le volet quantitatif qu'on a vu, pour nous le volet quantitatif c'était réunir le maximum de questionnaires pour pouvoir comparer un petit peu les réponses. Là, la méthodologie qualitative qui s'inscrit dans le courant vraiment sociologique qu'on connaît, c'était véritablement donc des entretiens plus longs, avec plus de liberté aussi, c'est-à-dire vraiment un guide d'entretien donc pour amener la personne à parler, à s'exprimer, et des verbatims plus importants pour nous. Donc les personnes que nous avons interrogées, on a interrogé donc des professionnels du monde de l'art pour la moitié de ces entretiens, et puis des usagers du monde universitaire pour l'autre moitié. Ce qu'on a pu constater, alors quand je dis une institution irremplaçable, ce n'est pas pour se jeter des fleurs et pour dire que nous sommes irremplaçables, c'est pour dire que dans le paysage que nous étudions, pour des usagers, des lecteurs en histoire de l'art, c'est une institution qu'ils ne peuvent contourner en fait pour leur recherche, et on y voit un véritable attachement. Au sujet de ces fameux habitués de la bibliothèque, certains nous disent c'est mon camp de base, c'est mon deuxième bureau, c'est vraiment aussi un lieu de vie. Alors, au sujet du lieu de vie, on a aussi des lecteurs qui sont assez exigeants. Tout à l'heure, Irène parlait du fait que, en fait, dans nos institutions, il y a évidemment des publics qui se recoupent, qui se croisent, qui vont aller chez nous, mais qui vont aussi aller à la BNF, qui vont aller à la BNF, mais qui vont aussi aller aux archives, etc. Et ces personnes font ce que nous faisons tous et toutes à différents moments, ils comparent. C'est ça qui est terrible à la fois pour nous et qui nous force aussi à nous améliorer. C'est que voilà, on est fatalement l'objet d'une comparaison. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de nous situer par rapport aux autres, ça nous permet de bénéficier aussi de la créativité de nos collègues sur certains sujets et voilà, de se transformer positivement les uns les autres. Donc des usagers qui sont globalement satisfaits, qui ont des attentes importantes du fait de leur attachement à l'institution, mais qui sont globalement satisfaits. Les critiques qu'on a pu entendre, alors il y a des critiques sur lesquelles on peut assez peu agir, notamment sur la conception des espaces. Alors, comment dire, nous avons une salle magnifique, nous avons une salle patrimoniale,
Elle a ses défauts, et notamment un grand volume, c'est difficile à chauffer, des questions de confort sonore, etc. Donc sur ces sujets-là, on peut quand même réfléchir à des améliorations, des services, alors des choses très concrètes que vous faites sans doute aussi, la distribution de bouchons d'oreilles, ou alors l'installation de certaines circulations, réfléchir avec nos personnels à comment on utilise les chariots, des choses comme ça. Voilà. D'autres sur lesquels, clairement, on ne pourra pas grand-chose parce que ça dépend de la conception du bâtiment ou des contraintes d'usage. Le Wi-Fi, je vous en ai parlé un petit peu. Un autre sujet, c'était les espaces annexes, parce qu'effectivement, cette salle, elle offre beaucoup de confort de travail, mais en même temps, on est sur un site où, pour l'instant, effectivement, on nous a signalé un besoin d'espace de repos, un besoin de cafétéria, des choses comme ça. Donc, tout ça devrait évoluer un petit peu avec la réouverture du site Richelieu à la rentrée. On nous a parlé d'un joli café, que nous sommes un certain nombre à avoir hâte de voir ouvrir. Voilà, mais un regret pour le coup qu'on partage en fait avec nos lecteurs, c'est un espace où on n'a pas d'espace de travail. L'architecte l'a pas conçu comme ça, et d'espace de travail en groupe, j'entends. Et le site manque un petit peu effectivement de lieux de rencontre professionnels, d'un endroit pour croiser les collègues. Alors là, on peut réfléchir aussi en termes de dynamique de site, c'est-à-dire qu'on a la bibliothèque sur le site Richelieu, mais on a aussi la galerie Colbert ici pour le reste de l'institution. Donc voilà, il y a des choses à réfléchir. Je vous ai parlé un petit peu des difficultés liées aux ressources documentaires et notamment aux ressources numériques, donc je ne vais pas rentrer davantage dans le détail. Voilà, tout ça nous incite quand même fortement à communiquer, c'est-à-dire qu'on se rend compte véritablement de l'importance de que ce soit un problème ponctuel, c'est-à-dire on fait des travaux dans tel magasin, telle tranche de code ne sera pas accessible, comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on l'affiche, comment est-ce qu'on communique. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se désamorcer quand on explique tout simplement les choses, et je pense que c'est vraiment l'un des gros points pour nous à retenir de ce qu'on fait avec nos publics. Donc sur les professionnels du monde de l'art, c'est un petit peu la même chose qui émerge. Il y a une notion que vous devez avoir avec différents types de publics aussi, de certains publics qui se voient comme étant un peu VIP et qui aimeraient avoir un traitement un petit peu particulier, soit parce que c'est le super spécialiste de sa discipline, soit... Vous riez, donc je pense que vous pensez tous à des personnes en particulier dans vos établissements. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça pour à la fois conserver une égalité de traitement, puisqu'après tout, il n'y a pas de raison qu'un étudiant en master soit moins bien traité que monsieur machin de la maison de vente, et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour leur permettre d'avoir ce dont ils ont besoin spécifiquement avec les contraintes qui sont les leurs, qui peuvent être des contraintes de temps, etc. Donc ça aussi, c'est une réflexion qui est intéressante pour rester dans la tension entre ces deux choses, c'est-à-dire cette égalité et en même temps développer des services un petit peu plus particuliers. Il y a effectivement parfois même ces publics se comparent entre eux, c'est-à-dire que certains de nos professionnels du monde de l'art disent oui, mais en fait vous êtes en train de devenir une BU, comme si devenir une BU était vraiment quelque chose de tout à fait infamant. Ça ne l'est pas, donc voilà, là aussi préserver des usages multiples et faire en sorte que chacun trouve sa place. Sur des sujets très pratiques, les horaires d'ouverture, les systèmes de réservation de place. Donc là aussi, c'est des choses qui évoluent, certaines sur lesquelles on a la main, certaines sur lesquelles nous n'avons pas la main, mais qui sont toujours importantes à entendre et qui désamorcent aussi certaines idées. Par exemple, on imagine que pour certains types de bibliothèques, il y a des souhaits d'ouverture de nocturne, de week-end, etc. Là, très clairement, c'est pas quelque chose qui a émergé dans ce qu'on a recueilli. Donc voilà, c'est aussi intéressant de l'entendre. Donc les conclusions de cette enquête. Je ne vais pas vous parler des conclusions de l'enquête elle-même, puisqu'on a déjà abordé un petit peu ça, mais qu'est-ce qu'elles sont pour nous ? Pour nous, l'idée, c'était qu'une enquête toute seule, c'est intéressant, mais c'est une photographie, et c'est pas tout à fait suffisant. La nôtre, elle s'inscrivait déjà dans d'autres enquêtes qui avaient été menées auparavant. Irène a parlé de l'Observatoire des publics. Cet Observatoire des publics de la BNF, il avait aussi travaillé sur le site Richelieu lui-même, dans lequel on s'inscrit. Donc on pouvait déjà s'inscrire aussi dans cette logique-là, aussi dans d'autres études qui avaient été faites, des choses très concrètes sur, par exemple, au moment où il y avait eu la dernière refonte du site Internet, il y avait eu une enquête auprès des usagers du site Internet de la bibliothèque. Enfin voilà, donc essayez d'avoir à sa disposition les retours qu'il y a pu y avoir. Pour nous, ce qui est important aussi, donc, c'est de se dire qu'on s'inscrit donc dans un temps qui va être long et de pouvoir refaire cette enquête, pas forcément selon les mêmes modalités. Alors pour nous, très clairement, il y aura 2 moments forts pour refaire cette enquête.
après la réouverture complète du site Richelieu pour voir si ça a une influence sur la manière dont nos publics s'approprient les espaces. Est-ce qu'on voit un transfert de certains étudiants vers la salle ovale, par exemple, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça en a peu? Les circulations sur le site seront différentes aussi. Enfin voilà, il y a des choses qui seront intéressantes à analyser. Clairement, comme je vous le disais, refaire cette enquête dans un moment où on est moins contraint par les restrictions sanitaires, etc., pour toucher un public plus large, pouvoir interroger un public qu'on a moins sollicité dans le cadre de cette enquête, et notamment nos chercheurs étrangers. Enfin voilà, donc il y aura des tas de raisons pour lesquelles il est important pour nous de la refaire par la suite. Et puis, puisqu'on a commencé par parler de d'où on parle, on peut aussi se dire où est-ce qu'on veut aller. Et je reviendrai donc au titre de cette enquête sur les usages documentaires de l'INHA. Quelque chose qui est important, en fait, c'est que pour beaucoup de nos lecteurs, pour beaucoup de nos usagers, la bibliothèque, c'est un lieu, c'est un endroit où ils trouvent des ressources, mais en fait, c'est un lieu qui s'inscrit dans tout un tas d'autres choses, dans un établissement ou dans une galaxie d'établissements. Et en fait, très concrètement, nous, ce qui va nous inspirer aussi dans ce qu'on a entendu de tout ça, c'est de se dire, en fait, par exemple, on réfléchit actuellement à relancer tout ce qui a trait à la formation de nos lecteurs. Et on est en train de travailler sur un catalogue de formation. En fait, nos lecteurs, que cette formation, elle émane de la bibliothèque, qu'elle émane du service des études et de la recherche, qu'elle émane de tel ou tel labo, en fait, ça leur est un peu égal. Et en fait, on est en train de réfléchir à ça pour se dire, on a des publics, certains fréquentent d'autres aspects de notre établissement, moins la bibliothèque, plus à distance, plus sur site. L'important, c'est que ces personnes aient une offre globale. Et voilà, donc l'idée n'est pas de faire disparaître la bibliothèque ou de la diluer, mais tout simplement d'avoir quelque chose qui soit lisible et qui sorte un peu des distinctions que nous faisons parce que ce sont nos métiers et on pense à notre service, notre bibliothèque, mais de réfléchir vraiment en termes de, si je me mets à la place de cet étudiant qui arrive ou de ce chercheur qui a peu de temps, etc., j'ai besoin d'avoir des choses qui sont lisibles. Et je pense que c'est ça qu'on peut en retirer principalement, c'est que au-delà des actions concrètes qu'on peut mettre en place, ça nous incite à communiquer clairement sur nos intentions et ce qu'on a à offrir en fait à tous nos publics, puisque maintenant on parle quand même assez généralement de public au pluriel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, je me dévoue. Je travaille à la Bibliothèque du Centre allemand d'histoire de l'art, le DFK Paris, qui est à deux pas et un partenaire de l'INHA. Et c'est juste pour vous dire qu'on se retrouve dans beaucoup de choses que vous présentez, bien que les dimensions des bibliothèques et de nos collections soient incomparables, parce qu'on est souvent comparés. Voilà, je pense qu'on l'a tous été, notamment dans la période avec les difficultés d'accès, les contraintes sanitaires, etc. Je souhaiterais juste vous dire deux choses, parce que forcément, en étant dans un lieu très spécialisé, avec un public extérieurement conséquent, on peut parfois prendre un peu de latitude pour discuter avec lui de comment ça se passe et comment il nous voit et voit les établissements alentours. Il y a deux choses qui m'ont marqué en service public, c'est que, certains lecteurs qui venaient jusqu'à nous l'ont fait parce que, typiquement, l'INHA, en la période sanitaire, était un peu compliqué d'accès en termes de réservation, comme il y avait peu de places d'ouvertes, alors que l'INHA a eu pour grande qualité d'ouvrir très tôt, après le premier confinement. Donc c'est là où on voit parfois que le public est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'il ne retenait pas que l'INHA avait rouvert très très rapidement, il retenait surtout qu'ils avaient pu réserver une fois et qu'ils devaient attendre 3 mois après pour pouvoir y retourner. Ça, c'était un élément. Et le second, c'était sur le catalogue de l'INHA, où là, encore une fois, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour vous faire une remontée d'expérience si elle n'a pas eu lieu de ce point de vue-là. C'est qu'on nous a dit que le catalogue, donc, qui s'appelle le Kubicat, qui est assez spécifique dans lequel nous nous trouvons, on fait beaucoup de dépouillements d'articles, de parties composantes d'ouvrages collectifs, etc., était vraiment très apprécié, notamment des doctorants, des enseignants-chercheurs, donc un public de 3e cycle, qui est par destination celui du centre allemand, et que comparativement, le catalogue de l'INHA, dans sa nouvelle mouture, avec outils de découverte, évidemment, beaucoup de remontées de divers résultats, de bruit, comme on appelle ça traditionnellement, du fait des liens, des possibilités de consulter différentes bases, dont Agora, dans un catalogue de bibliothèques, etc., leur posait problème pour la pertinence de la recherche. Et que du coup, à contrario, ils étaient contents que quand ils cherchaient précisément quelque chose ou un sujet dans le Kubicat,
ils avaient des résultats beaucoup plus pertinents et moins conséquents. Voilà, donc ça c'était pour les deux choses liées au public et aux difficultés que j'ai vues afficher. Le fait que le catalogue apparaisse en premier, ça ne m'a pas étonné. Voilà. J'en profite pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai, hein, c'est des sujets qu'on a entendus, qu'on entend toujours. Quelque chose qui est intéressant et qui s'apparente parfois à du verbatim au fil de l'eau ou à de l'enquête au fil de l'eau, c'est les services de questions-réponses. On a dans la salle des anciennes et actuelles répondantes à notre service Info-Bibliothèque. Et en fait, on voit passer des questions comme ça. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet d'ajuster au fil de l'eau des choses. Donc, typiquement, par exemple, ce que vous dites sur les réservations de places, c'est vrai que le paramétrage du logiciel au départ pour réserver les places permettait... Enfin, voilà, on s'était aperçu assez rapidement que toutes les places étaient réservées et puis qu'il fallait attendre un temps très... Voilà. Donc, quand il y a eu d'autres périodes de réservation de places, on a profité de ces critiques exprimées pour reparamétrer les choses, etc. Et faire en sorte de, à la fois permettre de faire tourner les places, parce que ce qui s'était passé très concrètement, c'est que des gens avaient réservé un maximum de places, et voilà, et les autres s'étaient retrouvés un peu sur le carreau. Donc on a adapté ça. Sur ce qui est du catalogue, effectivement, c'est intéressant, et c'est l'idée de clairement, là aussi, un biais dans lequel on peut tomber, qui correspond à ce truc de on veut montrer le maximum de ressources possibles. On a beaucoup de ressources, on est fiers de vous les montrer, on les achète. Mais on se retrouve aussi dans une situation où ce bruit, des fois, pose des difficultés. Donc là, ce sur quoi on peut travailler, c'est aussi sur l'affinage des paramétrages. Parce que notamment, en fait, à partir du moment où on l'a lancé, on a depuis beaucoup travaillé sur faire apparaître ou non des ressources. Très concrètement, là, par exemple, on travaille avec nos collègues des archives de la critique d'art et dont les ressources viennent d'être en fait moissonnées dans notre catalogue. Problème, elles ne sont pas accessibles directement sur site. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment on choisit de communiquer ou pas? Est-ce qu'on les montre? Est-ce qu'on les montre pas? Et si vous avez des questions sur ça, on a notre collègue Ludivine Schott qui a beaucoup travaillé sur le catalogue, qui intervient justement cet après-midi, puisqu'elle travaille aussi avec Anne et Sophie sur le portail des bibliothèques d'art. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes. Oui, bonjour, Véronique Rossignol, donc je suis responsable de la bibliothèque de la Cinémathèque française. Je vous remercie pour vos interventions de ce matin. Moi, j'ai une question pour vous concernant notamment les documents en accès réservé ou sur rendez-vous. Dans votre étude, vous avez mis l'accent sur le libre accès en disant que les étudiants, les chercheurs consultaient prioritairement ce type de documents. Donc, je voulais savoir si à l'issue de cette enquête, vous aviez l'intention justement de changer un peu la tendance. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est une préoccupation que de permettre au public de consulter davantage les ressources en accès réservé? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose en ce sens, sachant que j'imagine c'est aussi une volonté de l'INHA de le promouvoir, hein, en tout cas de valoriser ces documents? Alors en fait, accès réservé ou en tout cas accès indirect, puisque indirect, là, indirect. Oui. Accès indirect, on a, pour résumer, deux types d'accès indirect. Les documents qui sont en magasin fermé et les documents patrimoniaux, etc., qui sont accessibles, alors soit directement sur place, mais dans un espace dédié, soit sur rendez-vous, dans le cadre de rendez-vous patrimoine, quand la présence d'un chargé de collection est nécessaire. Donc, pour ce qui est des documents patrimoniaux, on n'a pas prévu de modifier les conditions d'accès, puisqu'elles sont... j'ai pas parlé d'ailleurs de ces ressources-là, effectivement, mais pour le coup, sur la manière d'y accéder, il y a assez peu de critiques qui ont été énoncées, parce que c'est un espace qui est bien connu des lecteurs, il n'y a pas d'attente particulière, etc. Et pour le coup, on n'a pas assez peu de... Les personnes qui ont besoin d'accéder à ces documents ne rencontrent pas véritablement d'obstacles. Il y a beaucoup de choses qui sont numérisées, donc on privilégie l'accès de ce qui est numérisé, mais si quelqu'un nous explique qu'il a besoin de consulter quand même un original pour une question de matérialité du document, etc., on ne s'y oppose pas par principe, disons. C'est véritablement des impératifs de conservation qui guident ces choix-là. Pour ce qui est des documents en accès indirect, mais en magasin fermé,
Ce sur quoi ça peut nous faire évoluer un petit peu, c'est effectivement sur la communication. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est des choses toutes bêtes, très pratiques. Au moment où on a eu un changement informatique, dont je vous épargnerai les tenants et les aboutissants, mais les lecteurs avaient, pour certains d'entre eux, des difficultés à créer leur compte et leur mot de passe. Et ça en décourageait certains. Et donc, il y en a certains, clairement, parmi les étudiants, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils se disaient, bon, le libre accès au moins, j'ai rien à faire. Et voilà, donc on a beaucoup agi sur ça. On a essayé de faire des petites procédures simples. On a fait de la communication, on a fait des petits flyers. On l'a inclus dans les procédures pour les personnes qui font les inscriptions à la bibliothèque, etc. Et ça, on pense qu'en partie, ça lève ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est plus simple si on accompagne vraiment les personnes en leur disant, regardez, c'est facile, le livre, certes, c'est un accès indirect, mais en une demi-heure, vous l'avez, etc. Et ça lève bien des difficultés. Donc, on n'a pas changé les conditions d'accès parce qu'elles sont, à notre sens, satisfaisantes. Enfin, il n'y a pas eu de critique sur la durée ou les délais d'attente et des choses comme ça. Mais par contre, on a davantage communiqué sur la manière d'y accéder et insisté sur le fait que ça n'était pas si compliqué d'y accéder. Là où on a encore une grosse marge d'amélioration, c'est, comme je vous disais, sur les ressources électroniques. Mais ça, c'est le cas, je crois, dans tous nos établissements, de comment est-ce qu'on arrive à expliquer leur accès et à le simplifier surtout, tant que c'est possible. Merci Marie. Ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une pause de 1 quart d'heure et nous nous retrouvons ici à -5. Merci. Alors, je voudrais ajouter quelque chose pour le côté un petit peu pratique. Si vous avez besoin d'attestation, n'hésitez pas à m'écrire un mail et je vous renverrai lundi l'attestation pour vos établissements s'il y en avait besoin. Et vous dire aussi qu'il y a une visite guidée pour ceux qui souhaiteraient la suivre juste après cette rencontre, donc à partir de 16h30. Et on peut se donner rendez-vous ici vers l'estrade et on partira ensemble faire la visite guidée. Merci beaucoup.